Merci Jean-Michel. Lionel, vous connaissez Jean-Michel depuis longtemps et l'une des choses que nous avons discuté hier, c'est que vous avez du mal à ne pas être d'accord avec lui. Mais si l'on écoute Jean-Michel avec son approche macroéconomique à ce qui se passe en Afrique, peut-être que c'est la faute des médias, mais si l'on parle de la guerre entre le Kenya et la Somalie, si l'on parle de ce qui se passe au Zimbabwe, si l'on parle de ce qui se passe en Afrique du Nord avec toutes les révolutions, tous les problèmes, est-ce que tous ces problèmes sont des problèmes qui vont, en fin de compte, entraver la croissance dont nous parlons, ou est-ce qu'ils vont être résolus, au contraire, par cette croissance? Merci pour cette question et bonjour, chers amis, mesdames et messieurs. Je pense que nous pouvons mesurer l'impact du conflit. L'OCDE le fait, la Banque africaine pour le développement le fait tous les ans en publiant les perspectives économiques africaines. C'est sur les conflits, les victimes des conflits, les troubles de l'ordre public. C'est seulement 1/10 aujourd'hui de ce que c'était il y a 10 ans encore. Donc oui, nous avons des conflits résiduels. Dans la région des Grands Lacs, nous avons le problème de la Somalie qui crée des problèmes tout autour. Nous avons des problèmes économiques et sociaux, des problèmes politiques. Oui, nous avons donc des conflits résiduels. Et l'impact est d'1/10 de ce qu'il était par le passé. Donc, ça n'est plus une menace pour l'Europe. C'est devenu même une condition de ce renouveau de la croissance qui a commencé dans les années 2000. Nous avons pratiquement 12 ans de croissance soutenue et homogène partout en Afrique. Et ceci a été un prérequis du succès. Donc même si l'Afrique fait les gros titres des journaux en Europe ou aux États-Unis, ces problèmes ne constituent plus un obstacle. Et il y a un problème de perception de l'Afrique, parce qu'on continue souvent à percevoir l'Afrique à travers la question des la lentille des conflits, des pandémies, des maladies, de la faim, etc. Et je dirais qu'il y a 5 ou 6 ans, j'aurais pensé que c'est un problème majeur de l'Afrique, le fait que l'Afrique soit mal perçue. Aujourd'hui, j'ai tendance à penser que c'est un gros problème pour l'Europe, cette perception fausse de l'Afrique, parce que les choses ont vraiment changé. En tant qu'Africains, on a été perçus par les pays de l'OCDE comme une espèce de continent sans espoir pendant les années 80-90. Et dans un certain sens, nous avons eu tendance à partager ce point de vue et à nous considérer nous-mêmes un petit peu à travers la lentille américaine ou européenne. Et ceci a complètement disparu. Aujourd'hui, on est dans un monde où nous interagissons comme Africains avec l'Amérique latine, le Brésil notamment, mais pas seulement. Nous interagissons avec le Moyen-Orient et pas seulement l'Afrique du Nord, où nous avons ce nouveau continent, Moyen-Orient, Afrique du Nord, qui se constitue, mais vous avez toute l'Afrique, y compris l'Afrique australe, qui interagit avec le Moyen-Orient. Et nous avons l'Extrême-Orient surtout. Aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, les échanges avec l'Inde, la Corée, la Chine sont essentiels. Dans un pays comme le Bénin, en Afrique occidentale, la Chine est notre premier partenaire commercial et le deuxième, c'est l'Inde. Le troisième, c'est la France.
Donc, il y a eu un changement total en 10 ans. Et donc, le fait que nous sommes perçus comme un continent à risque, avec des risques politiques beaucoup trop élevés par rapport à la moyenne, que nous soyons perçus comme une zone de conflit, de mauvaise gouvernance, etc. Tout cela n'est plus vrai. Tout cela aujourd'hui n'est plus un obstacle à notre croissance. Mais ce que cela entrave, c'est le fait que l'Europe joue le rôle qu'elle mériterait en Afrique parce qu'elle attache trop d'importance aux problèmes passés de l'Afrique. Et pour quelqu'un comme moi qui a des racines à la fois en France et au Bénin, c'est un petit peu une question de stress. C'est savoir sur quoi insister. Comment se fait-il que l'Europe, qui est propriétaire de l'Afrique, si on regarde les statistiques des capitaux, demain, ce sera les Africains et les Chinois qui seront les propriétaires du capital en Afrique, mais aujourd'hui, c'est encore la France, l'Espagne, le Portugal, c'est encore l'héritage colonial. Donc la France est propriétaire de l'Afrique, est propriétaire des mines africaines en raison des contrats, en raison de la langue. Mais l'Europe est complètement absente de la vision de l'avenir de l'Afrique. Et peut-être qu'il y a eu un petit progrès ces dernières années, parce que peut-être que les Européens ont réalisé que les Chinois et les Indiens ont vu quelque chose que nous, on a raté. Et pourquoi est-ce que la Chine prend tellement d'importance en Afrique? Eh bien parce que ça réveille les Européens. Parce que les Européens ont peur que la Chine joue un rôle trop important. Parce que la perception que la Chine a de l'Afrique est totalement différente. Et ce n'est pas du néocolonialisme. C'est tout simplement un pays qui porte son regard sur un continent, un regard pragmatique, avec pas du tout d'héritage colonial. Et ça, c'est très important pour les Africains. Donc les modèles de croissance sont en train de changer dans les esprits des Africains. Sam Geldof a créé un fonds privé, une fondation privée avec un objectif humanitaire. Et il a appelé cette fondation la fondation des 7000, car il n'y a que 7000 nautiques entre le sud de l'Espagne et le nord du Maroc. Et de temps en temps, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment 7000 ou est-ce qu'on parle de 700 000 ou de 7000 Parce que, quelle que soit la géographie, il est tellement plus facile aujourd'hui d'aller de Cotonou à Shanghai. Et le commerce suit tellement cette filière. Donc, est-ce que c'est vraiment les 7000 du détroit de Gibraltar qui comptent? Ou est-ce que nous avons une brèche croissante de 700 ou de 7000 milles? Et pour l'Europe, il est très important de se réveiller. Et la perception de l'Afrique doit changer dans la presse. Oui, certainement, l'une des raisons qui fait qu'il y a une perception négative, c'est les problèmes de malgouvernance de certains pays africains. Je sais qu'il y a quelques années, lorsqu'on parlait de la Côte d'Ivoire comme histoire d'un succès, il y a 20 ans, on parlait de l'histoire d'un succès, et pour l'instant, ça ne se présente pas tellement comme une histoire à succès. Et donc, le monde a un petit peu l'impression que les choses semblent aller bien, que les choses semblent progresser, que tout d'un coup, il y a un conflit qui éclate entre les différentes fractions dans le pays et que tout se désagrège à nouveau. Comment voyez-vous cela? Est-ce que vous pensez que là aussi, il y a une amélioration ou est-ce que vous pensez que c'est un problème endémique de l'Afrique? Brièvement, juger la gouvernance par les actes et par les résultats. Ce continent a un endettement de 25% du PIB.
et a également fait de gros efforts d'ajustement structurel à l'échelle domestique. En tant que continent, nous avons un certain déficit de balance des paiements qui est un petit peu variable. C'est un continent émergent et au niveau de la structure fiscale, c'est un peu mieux dans les pays producteurs de pétrole que dans les autres. Il y a donc des différences d'un pays à l'autre, mais d'une façon générale, le régime est assez serré et donc ce sont des pays qui respecteraient les critères de Maastricht. Ce continent a une balance positive du commerce, a un surplus commercial avec la Chine qui représente 50% des exportations africaines et 1,5% des importations africaines seulement. On peut dire que parce que l'Afrique n'est pas un marché de débouchés, plutôt un marché de matières premières. Je ne sais pas pourquoi, mais le fait est qu'il y a un surplus de la balance commerciale avec la Chine. Et nous avons également un pays qui attire des investissements, qui attire également en quelque sorte les économies des gens de la diaspora. Donc, d'une façon générale, la situation est tout à fait convenable. Donc, si on parle de gouvernance, il faut regarder les résultats. Les résultats ne sont pas si mauvais que ça. En ce qui concerne l'état de droit en Afrique, les élections, la démocratie, je ne prétendrai pas que nous sommes le continent de l'état de droit. Mais si je prends mon pays comme exemple, qui a été une république marxiste-léniniste qui a connu des coups d'État dans les années 60, etc., et qui jouit de l'état de droit depuis 20 ans maintenant, avec une alternance tout à fait convenable. Je prends donc mon pays, je prends le Ghana qui revient de l'enfer et qui également progresse. Et je dirais donc que nous sommes probablement le continent où l'état de droit progresse le mieux et le plus vite. Nous ne sommes pas le continent de l'état de droit. Mais en termes de gouvernance, je ne dirais pas non plus que l'Europe ou les États-Unis sont aujourd'hui en position de prétendre à la même autorité de modèle qu'ils avaient peut-être précédemment. Je dirais que l'Afrique a des raisons internes de progresser. Et cette raison interne, c'est l'opinion publique, c'est l'émergence de la classe moyenne. Et la raison clé, c'est l'éducation de cette classe moyenne, l'accès à un monde d'information dans les parties les plus reculées de l'Afrique. Le président de la République française a dit il y a quelques années que le paysan africain n'était pas encore entré dans l'histoire. Et à l'époque, on était tellement choqués qu'au cours des 2 ou 3 dernières années, on a décidé de rentrer très rapidement dans l'histoire.